En décembre dernier, on a vu apparaître sur la toile des tests de moteurs fusées aux formes étranges. Des tuyères asymétriques couvertes de canaux évoquant des veines. Des formes presque organiques qui tranchent avec la rigueur géométrique qu'on voit habituellement sur les fusées. À première vue, on a presque l'impression d'avoir affaire à une technologie alien. Ces images, on les doit à LEAP-71, une entreprise qui veut révolutionner la manière de concevoir des objets physiques en retirant les humains du processus. Les moteurs fusées ne sont ainsi pas créés par une équipe d'ingénieurs sur un logiciel de CAD, mais par des algorithmes qui manipulent directement des principes physiques. Cette méthode vient exploiter et synthétiser deux percées technologiques majeures, une puissance de calcul en très forte progression et l'impression 3D. Elle doit permettre de concevoir des designs complexes optimisés à la perfection pour résoudre des problèmes extrêmement difficiles, comme le vol d'une fusée. Alors est-ce que la fusée parfaite sera finalement conçue par un ordinateur, presque sans intervention humaine ? Et surtout, pourquoi les designs qu'on voit déjà se dessiner semblent si différents de ceux qui ont prévalu jusqu'ici ? Petite plongée dans le monde fascinant de l'ingénierie computationnelle appliquée aux fusées. À première vue, un moteur fusée, ça a l'air presque simple. Une chambre pour la combustion, deux petites pompes pour l'alimenter, et un trou avec une tuyère pour évacuer le tout. Bon, dit comme ça a l'air très simple. Dans la réalité, concevoir un moteur fusée, c'est très difficile. Ça coûte très cher, ça peut prendre jusqu'à 10 ans, et ça mobilise des connaissances ultra pointues dans des domaines eux-mêmes très variés. La mécanique des fluides, le génie des matériaux, la chimie, les transferts thermiques et j'en passe. C'est un des problèmes d'ingénierie les plus difficiles à résoudre et chaque fusée qui décolle aujourd'hui parvient tout juste à résoudre ce problème. Si elle était quelques pourcents moins performante ou quelques pourcents plus lourde, elle ne pourrait pas remplir sa mission. Derrière chaque matériau et chaque forme, il y a des équipes d'ingénieurs qui se sont acharnés pendant des milliers d'heures pour trouver comment faire plus léger, plus résistant et plus fiable. Dans le spatial, un produit passable, ça n'existe pas. La barre minimale pour commencer à voler, c'est l'excellence. Les ingénieurs d'aujourd'hui se reposent beaucoup sur les travaux des générations précédentes. On a commencé à pouvoir surmonter ce problème il y a 70 ans et personne ne veut repartir d'une feuille blanche pour tenter quelque chose de complètement nouveau. Alors forcément, tous les moteurs fusées liquides qu'on peut voir se ressemblent, malgré les énormes progrès effectués sur les matériaux ou les connaissances physiques depuis les années 50. On peut tout de même se demander si une équipe qui partirait de zéro aujourd'hui, sans préconception, sans intuition humaine, ferait exactement les mêmes choix. C'est peut-être ce qui rend les travaux de LEAP-71 si intéressants. Leurs algorithmes n'en ont strictement rien à faire de l'histoire de l'ingénierie spatiale, et ils ne pensent pas comme des humains. Ils exploitent une méthode en plein essor, l'ingénierie computationnelle. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, l'ingénierie computationnelle, ce n'est pas de l'intelligence artificielle au sens classique du terme. Ici, il n'y a pas de réseau de neurones entraînés sur des bases de données, pas d'images à reconnaître, pas d'exemples à imiter. L'ingénierie computationnelle fonctionne différemment. Elle part directement des lois fondamentales de la physique, la conservation de la masse et de l'énergie, les équations de mécanique des fluides, les contraintes mécaniques, etc. Ces lois sont encodées mathématiquement, puis on laisse des algorithmes explorer librement l'espace des solutions possibles. Là où une intelligence artificielle classique apprend avec des exemples, l'ingénierie computationnelle déduit ce qui peut fonctionner même si cela n'a jamais existé auparavant. Elle ne cherche donc pas à reproduire ce que les humains ont déjà conçu, elle cherche plutôt ce que la physique autorise. Avec cette approche, le rôle de l'ingénieur humain change radicalement. Il ne conçoit plus une forme, il définit un problème. Il fixe des objectifs et des contraintes. Puis, il laisse le calcul faire émerger des structures parfois contre-intuitives, mais physiquement optimales. Et c'est précisément pour ça que les objets issus de l'ingénierie computationnelle semblent si étranges. Une IA traditionnelle entraînée par un réseau de neurones construirait des moteurs fusées similaires à ceux qu'on fait déjà, puisque ces derniers seraient ces exemples, sa base de données. Un algorithme d'ingénierie computationnelle n'est pas récompensé pour faire quelque chose de familier. Il examine le problème à la lueur des contraintes qui lui ont été données et commence à produire des solutions. Et si ces solutions sont très différentes de celles que les humains avaient choisies jusqu'ici, ce n'est pas son problème. Bon, en réalité, vous le savez, pour que tout ça fonctionne dans le monde réel, il faut quand même des humains dans la boucle. Et surtout, beaucoup de contraintes.
On ne peut pas dire simplement à un algorithme « voilà les lois de la physique, fais-moi une fusée parfaite capable d'emporter 10 tonnes en orbite ». Car un moteur fusée n'est pas seulement un objet physique, c'est aussi un objet industriel. Il doit être fabricable, testable, puis reproductible. Si un algorithme produit une solution impossible à usiner, à assembler ou à refroidir correctement, alors cette solution ne sert en pratique à rien. Et d'ailleurs, pendant des décennies, la forme des moteurs fusées comme celle des voitures, ou de nombreux autres objets du quotidien, a été profondément dictée par ces contraintes de fabrication. Non pas parce que c'était optimal, mais parce que c'était possible. En ingénierie, la vraie question n'est donc pas de concevoir l'objet théoriquement parfait, c'est de concevoir le meilleur objet qui puisse réellement être produit, puis reproduit à grande échelle. Et c'est donc là qu'on a un des défis majeurs de l'ingénierie moderne, passer du prototype à la production. Et c'est donc là qu'intervient aussi la seconde révolution, qui rend tout ceci possible, l'impression 3D. Historiquement, la principale méthode pour fabriquer des objets métalliques, c'est l'usinage. On part d'un bloc, d'une barre ou d'une tôle, et on découpe, on creuse, on enlève de la matière pour obtenir la forme finale. C'est une approche soustractive. Un peu comme de la sculpture, à partir d'un volume grossier, on retire progressivement de la matière. L'impression 3D, c'est exactement l'inverse. On part de rien et on ajoute de la matière couche après couche jusqu'à obtenir l'objet final. C'est pour ça qu'on parle de fabrication additive. Vous connaissez sûrement les petites imprimantes plastiques ou résine capables de produire des objets décoratifs ou des pièces mécaniques à la maison. Dans l'industrie, le principe est le même, mais à une toute autre échelle. Les imprimantes 3D métalliques peuvent aujourd'hui produire des pièces dans des alliages de pointe, avec une précision extrême et surtout des géométries impossibles à réaliser autrement. Et donc, c'est là que cette technologie vient lever un verrou fondamental de l'ingénierie computationnelle. Un algorithme n'a aucun problème à imaginer une forme extrêmement complexe, tortueuse, contre-intuitive. Le vrai problème, pendant longtemps, c'était de la fabriquer. Avec un tour et une fraiseuse, passer d'un modèle 3D à la réalité devient vite impossible, ou incroyablement cher, ce qui revient au même. L'impression 3D, elle, change complètement la donne. Des canaux internes complexes, des structures imbriquées ou des formes organiques, tout à coup, ces solutions deviennent fabricables. C'est pour ça que cette idée qui existe depuis plusieurs décennies n'explose réellement que depuis quelques années. C'est la convergence entre la puissance de calcul moderne et l'impression 3D métallique qui transforme enfin cette approche en un système de conception viable, capable de passer du calcul à la production réelle. L'IP71 donc est venu s'inscrire dans cette vague. C'est une toute petite entreprise fondée par deux personnes, une ingénieure aérospatiale et un ingénieur logiciel. Le tandem parfait pour résoudre le problème qui nous intéresse. Leur entreprise s'attelle à plusieurs problèmes d'ingénierie, mais on remarque rapidement que les moteurs fusées liquides y occupent une place prépondérante. Et surtout, on remarque des progrès très rapides. Il y a un peu plus d'un an, l'IP71 s'est ainsi attelé à produire un premier moteur Kerolox relativement modeste, 500 kg de poussée. L'essai est court, la flamme ne produit pas de diamant de Mach, signe qu'elle reste à relativement basse pression, entendez les guillemets. Mais déjà on devine les formes étranges d'un nouveau mode de conception. Ce moteur, ou plutôt cette chambre de combustion, ne ressemble à rien de connu. Elle est parcourue de protubérances qui permettent d'insérer des capteurs. Et sous sa peau cuivrée se trouvent des micro-canaux qui permettent de faire circuler l'oxygène liquide pour refroidir la chambre. D'après l'IP71, c'est la première fois qu'une telle pièce a été produite sans décision humaine. Les paramètres de départ, les objectifs, les lois physiques et les contraintes de production ont été entrés, et l'algorithme a fait le reste. Et le plus dingue, c'est qu'il ne s'est passé que 2 semaines entre l'énoncé du problème et la fabrication. Un délai record dans l'industrie qui ouvre la voie à une méthode d'itération ultra rapide, littéralement hors de portée pour une équipe d'ingénieurs classiques. En effet, chaque production, chaque essai peut aider à produire de nouvelles données qui seront fournies à l'algorithme, pour que ce dernier améliore ses solutions. Et d'ailleurs, ce premier moteur a en effet très vite évolué. Il y a ensuite eu plusieurs autres prototypes, ce qui nous amène aux essais de décembre dernier. L'IP71 a partagé des images de 2 nouveaux moteurs. Ils fonctionnent cette fois-ci au méthane. L'un d'entre eux possède une tuyère classique et l'autre un aérospike. Ils présentent toutefois les mêmes caractéristiques, 50 bars de pression en chambre et 2 tonnes de poussée. En un an, avec une équipe très réduite, l'IP71 a ainsi pu basculer sur une architecture beaucoup plus complexe et puissante. Les images partagées montrent cette fois-ci des diamants de Mach dans les flammes, témoignage de la forte pression en chambre. On est beaucoup plus près du mode de fonctionnement d'un moteur fusée opérationnel capable de propulser un lanceur. Personnellement, je suis très intrigué par les choix réalisés par leur algorithme d'ingénierie computationnelle Noiron.
Les moteurs ont des performances identiques. La seule chose qui les distingue, c'est que l'un possède un aérospike et l'autre non. Cette unique différence a engendré des formes de chambre complètement divergentes. Celle équipée d'une tuyère classique apparaît asymétrique avec une sorte de bourrelet veiné. Celle équipée d'un aérospike est plus ronde avec des sortes d'œillets qui viennent espacer ses veines. Je ne sais pas si les solutions d'ingénierie computationnelle peuvent entre guillemets expliquer leur logique, ou s'il faut simplement leur faire confiance, mais je serais très curieux d'avoir une conversation avec l'algorithme pour connaître les raisons derrière ses choix. Dernier élément qu'on peut remarquer, la couleur des flammes. Celui équipé d'une tuyère classique brûle une flamme bleue, ce qu'on s'attend à voir pour du méthane. L'aérospike en revanche brûle une flamme verte. C'est probablement le signe qu'il y a du métal issu du moteur lui-même dans la combustion. Pas de surprise, les aérospikes restent un enfer à concevoir, apparemment même pour les algorithmes. Alors, jusqu'où cette aventure peut-elle aller ? Pour le moment, on est sur des essais de chambres de combustion. J'adorerais voir Noiron, l'algorithme de Lib71, s'attaquer au problème des turbopompes, qui est la partie la plus complexe d'un moteur liquide. Est-ce qu'il proposerait des pompes elles aussi étranges, aux formes organiques ? Une fusée entièrement conçue sur le même principe serait encore plus incroyable. Bon là j'ai tout de même du mal à imaginer qu'on puisse faire mieux qu'un tube élancé avec un cône au bout, mais qui sait, ce sont peut-être mes préconceptions d'humains qui me limitent. Je ne serais pas étonné de voir la méthode se répandre dans le reste de l'industrie. Peut-être pas pour des véhicules entiers, mais pour des pièces complexes qui peuvent être imprimées en 3D. La conception des fusées et bien d'autres machines deviendrait ainsi un travail d'équipe entre l'homme et l'algorithme, l'un pouvant apprendre de l'autre. Cela pourrait produire des véhicules singuliers aux formes mi-organiques, mi-géométriques, une esthétique séduisante pour un futur où l'humanité se répand parmi les étoiles. Allez, voilà qui boucle ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et remarques dans les commentaires, nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.